Ne viens pas pour Noël, a envoyé maman par message textuel. Mes nouveaux partenaires commerciaux sont millionnaires. Tu nous embarrasserais tout simplement. Papa était d'accord. J'ai répondu, compris. J'ai envoyé un message textuel à mon avocat, dissout le partenariat silencieux. Retrait immédiat. Son téléphone a commencé à sonner. Le message est arrivé à 11h47 du matin le 18 décembre alors que je révisais les rapports trimestriels dans mon bureau du quartier de la Défense. Le message de ma mère s'affichait sur l'écran de mon téléphone, chaque mot soigneusement choisi pour infliger un maximum de dégâts tout en maintenant un déni plausible. Ne viens pas pour Noël cette année, Chloé. Je reçois mes nouveaux partenaires commerciaux de la boutique, les Girard et les Beaumont. Ils sont millionnaires. Ils possèdent de multiples propriétés. Tu nous embarrasses tout simplement. Tu comprends, n'est-ce pas? Cela n'a rien de personnel, ce sont juste les affaires. En dessous, la réponse de papa est apparue immédiatement. Ta mère a raison. C'est important pour sa carrière. Peut-être l'année prochaine. Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, regardant l'horizon de Paris à travers les baies vitrées allant du sol au plafond, et j'ai lu les messages à 2 reprises. Puis j'ai tapé un seul mot en retour. Compris. Mon assistante a frappé à la porte. Mademoiselle Bernard, votre rendez-vous de 12h30 avec l'équipe de Capital Risque est confirmé. Merci, Clara. Un instant, s'il vous plaît. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée, celle qui est connectée directement à mon avocat, Maître Jean Morel, associé principal chez Morel et Associés. Jean, dissolvez immédiatement le partenariat silencieux dans la boutique Valois. Je veux que chaque euro de mon investissement de 825 000 € soit retiré d'ici la fin de la journée de travail. Rédigez les documents. Je signerai d'ici 1 heure. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Compris. Exécution en cours. Cela déclenchera la clause de dissolution du partenariat. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans votre soutien en capital. Êtes-vous certaine? Entièrement certaine. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mes rapports. Quelque part à l'autre bout de la ville, dans la boutique que ma mère dirigeait depuis 3 ans, celle qu'elle pensait avoir construite elle-même, son téléphone commençait à sonner. J'avais été invisible pour mes parents pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ce qui était exactement ce que j'avais prévu. Grandir en tant qu'enfant du milieu dans la famille Bernard signifiait exister dans une ombre permanente. Mon frère aîné, Marc, était l'enfant prodige, un diplôme de l'école des hautes études commerciales de Paris, associé dans un cabinet de droit des affaires, marié à une chirurgienne. Ma petite sœur, Léa, était la chérie créative, créatrice de mode, mondaine, toujours photographiée dans les bonnes soirées. Et puis il y avait moi, Chloé, l'ennuyeuse. Celle qui était allée à l'université de province. Celle qui travaillait dans l'informatique, faisant quelque chose que mes parents n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Celle qui vivait dans un appartement modeste et conduisait une Renault Clio vieille de 7 ans. Chloé travaille dans la maintenance informatique, disait ma mère lors des réunions de famille, son ton suggérant que je réparais des imprimantes pour gagner ma vie. En réalité, j'étais une ingénieure en logiciel qui avait rejoint très tôt une jeune entreprise qui développait des logiciels de logistique pilotés par l'intelligence artificielle. Lorsque l'entreprise a été rachetée par un géant de la technologie il y a 6 ans, mes options d'achat d'actions valaient 44 millions d'euros. J'avais 28 ans et j'étais soudainement plus riche que tous les membres de ma famille réunis. Je ne l'ai dit à personne. Au lieu de cela, j'ai continué à vivre dans mon appartement modeste, j'ai continué à conduire ma Renault, j'ai continué à porter des vêtements de chez Monoprix. J'ai regardé ma famille continuer à me rejeter, à m'ignorer lors de chaque rassemblement, à oublier de m'inclure dans les photos de famille. Et je prenais des notes. Marc se vantait de son salaire de 350 000 € alors que je restais assise en silence, sachant que j'avais gagné cela en intérêt au cours du dernier trimestre. Léa parlait de ses difficultés dans son entreprise de design alors que je calculais mentalement comment je pourrais l'aider, si seulement elle me demandait une seule fois comment j'allais. Maman se plaignait de ses problèmes d'argent avec sa boutique tout en étant assise dans mon salon, mangeant de la nourriture que j'avais achetée, sans jamais se demander comment j'avais les moyens de payer quoi que ce soit. Le rejet n'était pas cruel, à proprement parler. C'était pire. C'était de l'indifférence. Chloé, ma chérie, pourrais-tu te déplacer? Tu es dans le champ de la photo de famille,
avait dit maman lors d'un déjeuner de famille il y a 3 ans. Je me tenais avec tout le monde, mais apparemment, je bloquais la femme de Marc, Juliette. Je m'étais écarté, j'avais souri et je n'avais rien dit. C'est ce soir-là que j'ai décidé de commencer à investir anonymement dans la boutique défaillante de ma mère par le biais d'une structure fiduciaire complexe que même mon avocat avait qualifiée d'« impressionnante car impossible à tracer ». La boutique de ma mère, Valois, portait son nom de jeune fille. Elle l'avait ouverte avec 46 000 € empruntés à mon père et des rêves de devenir une influenceuse de mode pour des femmes mûres et sophistiquées. La boutique a tenu 6 mois avant de s'effondrer presque totalement. J'ai observé l'échec imminent à distance. Maman se plaignait lors des dîners de famille des fournisseurs qui exigeaient des paiements, des augmentations de loyer, des clients qui n'appréciaient pas la qualité. Papa hochait la tête et marmonnait qu'il ne fallait pas jeter l'argent par les fenêtres. Peut-être devrais-tu demander conseil à Chloé, avait suggéré Léa une fois. Elle travaille avec les ordinateurs. Le commerce de détail n'utilise-t-il pas des ordinateurs? Maman avait réellement ri. Chloé, ma douce, elle peut à peine payer son propre loyer. Comment pourrait-elle m'aider? J'étais assise juste là. J'avais souri et bu une gorgée d'eau. 2 semaines plus tard, j'avais appelé maître Jean Morel. J'ai besoin de faire un investissement anonyme dans une petite entreprise de vente au détail, avais-je expliqué. Le propriétaire ne doit jamais savoir que l'argent vient de moi. Jamais. Jean avait structuré cela parfaitement. Une société écran avait investi 825 000 € dans la boutique Valois en tant que partenaire silencieux. Les conditions étaient généreuses. Mon argent fournissait le capital d'exploitation, l'inventaire, le pouvoir d'achat et un coussin financier. En retour, je recevais 40% de la propriété et des rapports financiers trimestriels. Le contrat incluait une clause critique, l'une ou l'autre des parties pouvait dissoudre le partenariat avec un préavis de 30 jours. Lors de la dissolution, tout le capital investi devait être immédiatement restitué. Maman pensait avoir attiré un investisseur fortuné qui croyait en sa vision. En réalité, je m'étais simplement acheté une place au premier rang pour la regarder réussir et pour voir si le succès changerait la façon dont elle me traitait. Cela n'a pas été le cas. Pendant 3 ans, Valois a prospéré. Mon argent a permis à maman de stocker des produits haut de gamme, d'embaucher du personnel compétent et de traverser les saisons creuses. La boutique est devenue rentable. Maman est devenue célèbre localement, apparaissant dans des magazines de style de vie et des blogs de mode. Son succès l'a rendu pire. J'ai construit cela à partir de rien, annonçait-elle lors des réunions de famille. Aucune aumône, aucune aide, juste de la vision et du travail acharné. Je hochais la tête et souriais. Lors du dîner pour mon 30e anniversaire, que j'avais organisé et payé, maman avait passé 45 minutes à parler du succès de sa boutique à mes amis. Elle n'a pas posé une seule question sur mon travail. Quand l'addition est arrivée, elle m'a regardé avec surprise. « Tu paies? As-tu les moyens de fréquenter cet endroit, ma chérie ?» Le dîner avait coûté 750 €. J'avais gagné 14 000 € en paiement de dividendes ce jour-là. Je peux m'en sortir, avais-je dit. Le message textuel du 18 décembre n'aurait pas dû me surprendre, mais d'une certaine manière, il m'a tout de même blessé. Ma mère organisait Noël chez elle cette année, une affaire somptueuse apparemment, avec un service de traiteur et un décorateur qui avaient été engagés pour orner les lieux. Elle planifiait cela depuis des mois, publiant constamment à ce sujet sur les réseaux sociaux. J'avais supposé que j'étais invité. Après tout, j'étais sa fille. Mais ensuite, les Girard et les Beaumont sont entrés en scène. Richard et Patricia Girard possédaient une chaîne de concessionnaires de voitures de luxe. Thomas et Caroline Beaumont avaient fait fortune dans le développement immobilier. Les 2 couples étaient dans la soixantaine, riches et récemment obsédés par l'investissement dans la mode locale. Ils avaient approché ma mère il y a 6 semaines pour devenir des partenaires commerciaux, bien que d'après ce que je pouvais déduire des rapports trimestriels que mon entité d'investissement anonyme recevait, ils n'avaient encore rien investi concrètement. Ils avaient simplement assisté à quelques événements, avaient été photographiés à la boutique et avaient promis des opportunités futures. Maman était éblouie. Il me présente à des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer par moi-même, s'était-elle enthousiasmée. La vraie richesse, Chloé. Le genre de richesse qui permet d'acheter de multiples propriétés, pas seulement de s'en sortir. Elle m'avait regardé en disant cette dernière partie. Maintenant, 3 semaines avant Noël, j'étais désinvité.
Les Girard amènent leur fils qui est capital risqueur, expliquait le message de suivi de maman. Les Beaumont amènent leur fille qui possède une galerie d'art. Ce sera une conversation de très haut niveau, de la stratégie commerciale, des opportunités d'investissement. Tu t'ennuierais de toute façon. De plus, Caroline a spécifiquement posé des questions sur la liste des invités. Elle veut discuter d'un partenariat d'expansion potentiel. Je ne peux risquer rien de gênant. Traduction, tu es trop pauvre et tu as trop peu réussi pour être vu par mes nouveaux amis riches. Le message de mon père est arrivé ensuite. Ta sœur vient avec son nouveau petit ami. Il est chirurgien plasticien. Marc amène Juliette et les enfants. Tout le monde là-bas sera quelqu'un de établi. Tu comprends? Nous ferons quelque chose avec toi en janvier. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai répondu par message à tous les deux, compris. Mais je ne me sentais pas compréhensive. Je ressentais de la clarté. Pendant 3 ans, j'avais discrètement financé le rêve de ma mère. J'avais rendu son succès possible. Je n'avais jamais demandé de crédit ni de reconnaissance. J'avais simplement voulu aider. Et peut-être secrètement, j'avais espéré que son succès la rendrait plus gentille, plus reconnaissante, plus susceptible de me voir. Au lieu de cela, elle utilisait maintenant ce succès comme une raison de m'exclure de Noël. J'ai ouvert mon application sécurisée et j'ai envoyé un message à Jean. Jean m'a appelé à 12h15. Chloé, j'ai examiné l'accord de partenariat. Si vous déclenchez la clause de dissolution, la boutique Valois fera face à une crise financière immédiate. Vos 825 000 € représentent environ 70% de leur capital d'exploitation. Sans cela, ils ne pourront pas payer les fournisseurs, payer le loyer ou couvrir la paie. L'entreprise va probablement s'effondrer d'ici 60 jours. Je comprends. Votre mère va tout perdre. Sa réputation, les partenariats qu'elle est en train de construire. Je comprends cela aussi. Il y eut un silence. Jean était mon avocat depuis 6 ans. Il connaissait toute l'histoire, l'anonymat, la dynamique familiale, la raison pour laquelle j'avais structuré l'investissement de cette manière. Que s'est-il passé, a-t-il demandé doucement. J'ai été des invités de Noël. Je suis trop pauvre pour être vu par ces nouveaux amis millionnaires. Un autre silence. Alors je préparerai les documents dans 30 minutes. Cela va lui faire mal, Chloé. C'est bien. J'ai signé les documents de dissolution à 13h dans le bureau de Jean. Les documents ont été livrés à la boutique Valois par coursier à 14h30, accompagnés d'une notification formelle indiquant que le partenaire silencieux retirait tout le capital investi, avec effet immédiat conformément à la clause de dissolution. Mais j'avais ajouté une modification. Jean, le contrat original prévoit un préavis de 30 jours. Je veux accélérer le calendrier. À quelle vitesse pouvons-nous exécuter le retrait? Si vous êtes prête à payer la pénalité de dissolution anticipée, qui s'élèverait à environ 84 000 € selon les termes du contrat, nous pourrions l'exécuter immédiatement. Retrait complet du capital avant la fin de la journée de travail. Faites-le. Cela ne lui laisse aucun temps pour obtenir un financement alternatif. Chloé, cela va détruire l'entreprise. Ce n'est plus mon problème. À 15h, les documents ont été modifiés. À 15h47, 825 000 € ont été transférés par virement bancaire du compte d'exploitation de la boutique Valois vers mon fonds fiduciaire. À 15h49, le téléphone de ma mère a commencé à sonner. J'étais en réunion avec mon équipe de capital risque quand mon téléphone a commencé à vibrer. Papa. Maman encore. Marc. Léa. Je l'ai mis en sourdine et j'ai continué ma réunion. À 18h, j'avais 43 appels manqués et 72 messages textuels. Je les ai lus dans mon bureau après que tout le monde soit parti. Maman, 15h51, Chloé, appelle-moi immédiatement. Urgence. Maman, 16h02, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon investisseur vient de tout retirer. Tout. S'il te plaît, appelle-moi. Maman, 16h15, la banque dit que je n'ai pas assez pour couvrir la paie. Chloé, j'ai besoin d'emprunter de l'argent. Peux-tu demander une avance à ton travail? C'est sérieux. Papa, 16h23, ta mère est hystérique. Elle dit que quelqu'un s'est retiré de son entreprise. Sais-tu quelque chose à ce sujet?
Marc, 16h35, maman est en pleine crise. Urgence familiale. Peux-tu envoyer tout ce que tu peux épargner? Même 900 € aideraient. Maman, 16h47, je vais tout perdre. 10 ans de travail. S'il te plaît, Chloé, j'ai besoin d'aide. Peux-tu emprunter à quelqu'un? Léa, 17h12, maman pleure. Elle dit que la boutique ferme. As-tu des économies? N'importe quoi. Maman, 17h34, j'ai appelé les Girard. Ils ne peuvent pas aider. Les Beaumont ne répondent pas. Chloé, s'il te plaît. Tu es ma fille. Il doit y avoir quelque chose que tu peux faire. Maman, 18h01, je suis désolé pour Noël. Tu peux venir. S'il te plaît, aide-moi tout simplement. Je t'en supplie. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé les lumières de Paris. Je pourrais régler cela avec un seul appel téléphonique. Je pourrais lui virer 1 million d'euros avant le matin. Je pourrais sauver la boutique, sauver sa réputation, sauver ses relations avec ses nouveaux amis millionnaires. Mais je ne le voulais pas. Pour la première fois depuis des années, je voulais que ma mère ressente exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir chaque fois qu'elle m'avait rejetée, ignorée, oubliée, invisible, impuissante, sans valeur. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message dans la discussion de groupe familial. Je suis désolé que maman traverse cela. Malheureusement, je n'ai pas d'argent à lui donner. Je ne suis qu'une employée de bas niveau dans l'informatique, vous vous souvenez? Payant à peine mon loyer. Vous avez tous été très clairs à ce sujet. J'espère que les Girard ou les Beaumont pourront t'aider. Ils sont millionnaires, après tout. Ils sont en bien meilleure position pour aider que quelqu'un d'aussi pauvre que moi. Bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai rallumé mon téléphone que le 23 décembre. À ce moment-là, l'implosion était totale. La boutique Valois avait été forcée de fermer ses portes. Sans capital d'exploitation, maman n'avait pas pu payer les fournisseurs, qui avaient immédiatement exigé le paiement des marchandises déjà livrées. Elle n'avait pas pu payer les salaires et son personnel avait démissionné. Elle n'avait pas pu payer le loyer de décembre et le propriétaire avait entamé des procédures d'expulsion. Les Girard et les Beaumont, sentant le désastre, s'étaient discrètement distanciés. Aucun appel retourné, aucune opportunité future. Caroline Beaumont avait même publié sur les réseaux sociaux un message sur le soutien aux entreprises durables et bien gérées, une attaque claire contre ma mère. La fermeture de la boutique avait été couverte par les médias locaux, la boutique Valois ferme soudainement après le retrait d'un investisseur. Les commentaires étaient brutaux. Mon téléphone contenait 247 messages. La plupart provenaient de ma mère, de plus en plus désespérée. Maman, 19 décembre, comment ont-ils pu me faire ça? J'ai construit cette entreprise. Maman, 20 décembre, je suis ruiné. Tout ce pourquoi j'ai travaillé est parti. Maman, 21 décembre, les Girard ne rappellent pas. Beau partenaire. Maman, 22 décembre, Noël est annulé. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Mais il y avait un message envoyé à 23h43 le 22 décembre qui a attiré mon attention. Papa, Chloé, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. J'aidais ta mère à examiner les documents de l'entreprise. L'investisseur qui s'est retiré, c'était une société appelée Fiducie Patrimoine Méridien. J'ai fait des recherches. L'adresse indiquée est le même bâtiment que celui où tu travailles. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je n'ai pas répondu. Le matin de la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Mademoiselle Bernard? C'est Patricia Girard. Nous nous sommes rencontrés brièvement à la boutique de votre mère le mois dernier. Je m'en souviens. Je voulais vous contacter personnellement. Votre mère a mentionné que vous travaillez dans la technologie. La société de capital risque de mon fils cherche justement des conseillers ayant une formation en ingénierie logicielle. Seriez-vous intéressé par? Non. Oh. Eh bien, je voulais aussi vous dire à quel point je suis désolé pour la situation de votre mère. Quel dommage. Nous pensions vraiment qu'elle tenait quelque chose de spécial. Avez-vous investi de l'argent dans la boutique, Madame Girard? Eh bien, non, pas encore. Nous étions en discussion. Alors vous n'avez rien perdu.
Ma mère, si. J'ai raccroché. À 14 heures la veille de Noël, ma mère est apparue à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, le maquillage étalé, les cheveux sales, portant un pantalon de survêtement au lieu de sa tenue habituelle de créateur. Nous devons parler. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour de mon petit appartement, celui pour lequel elle avait toujours plissé le nez, celui qu'elle avait qualifié d'« adéquate pour ton budget ». Je sais, a-t-elle dit doucement. Tu sais quoi? Fiducie Patrimoine Méridien. J'ai appelé le bureau de Jean Morel. Je leur ai dit que j'étais ta mère, qu'il y avait une urgence familiale. Son assistante a laissé échapper que tu étais sa cliente. Chloé, était-ce toi? L'investisseur? Je n'ai rien dit. C'était toi. Sa voix s'est brisée. Pendant 3 ans, tu as financé toute mon entreprise. Tu as tout rendu possible. Et puis je t'ai désinvité de Noël parce que je pensais que tu étais pauvre. Elle s'est effondrée sur mon canapé d'occasion et a commencé à pleurer. Comment, a-t-elle chuchoté. Comment as-tu ce genre d'argent? Tu conduis une Renault. Tu vis ici. Tu portes des vêtements de chez Monoprix. Je sais, maman. J'ai choisi tout cela exprès. Pourquoi? Parce que je voulais voir si tu m'aimerais sans l'argent. Si tu me respecterais sans le statut. Si tu m'inclurais dans la famille juste parce que je suis ta fille. Je me suis assise en face d'elle. Je voulais savoir si j'avais de l'importance pour toi au-delà de ce que je pouvais fournir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai gagné 44 millions d'euros il y a 6 ans lorsque mon entreprise a été rachetée. J'ai depuis fait fructifier cette somme pour atteindre environ 83 millions d'euros grâce à des investissements. Je possède de multiples propriétés. Je conduis la Renault parce que je l'aime bien. Je vis ici parce que c'est proche de mon travail. Je porte des vêtements Monoprix parce qu'ils sont confortables. Rien de tout cela n'a de rapport avec ce que j'ai les moyens de m'offrir. Elle m'a regardé fixement. J'ai financé ta boutique parce que je suis ta fille et que je voulais que tu réussisses. Je suis resté anonyme parce que je voulais voir si le succès te rendrait plus gentille. Cela n'a pas été le cas. Cela t'a rendu pire. Je me suis penché en avant. Tu es devenu tellement obsédé par l'idée d'impressionner des millionnaires que tu as désinvité ta propre fille de Noël. Moi. La personne qui a rendu ton succès possible. Je ne savais pas. Tu ne t'en souciais pas. En 3 ans, tu n'as jamais posé une seule question sur mon travail, ma vie, mes finances. Tu as simplement supposé que j'avais des difficultés parce que je n'affichais pas ma richesse de la manière dont tu pensais que je devrais le faire. Le visage de maman s'est décomposé. Je suis tellement désolé, Chloé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, je vais arranger cela. Je vais dire la vérité à tout le monde. Je vais? La boutique est finie, maman. L'argent est retiré. Le partenariat est dissous. Mais tu pourrais. Tu pourrais la financer à nouveau. S'il te plaît. Je ferai de toi une partenaire à part entière. Publiquement. Tout le monde le saura. Les Girard, les Beaumont, tout le monde verra que tu as réussi. Je ne veux pas qu'ils voient que j'ai réussi. Je voulais que tu vois que je suis ta fille. Elle a alors complètement craqué, sanglotant sur mon canapé. Je suis resté assise et je l'ai regardée pleurer. Une partie de moi voulait la réconforter. Une autre partie était toujours cette petite fille qu'on avait écartée des photos de famille. Que dois-je faire, a-t-elle fini par chuchoter. Chloé, que dois-je faire? Tu rentres chez toi. Tu dis la vérité à papa. Tu appelles Marc et Léa et tu leur dis la vérité. Et ensuite, tu réfléchis au genre de personne que tu veux être. Est-ce que tu viendras pour Noël? Il n'y a pas de Noël, maman. Tu l'as annulé, tu te souviens? Nous pourrions encore. Non. Tu as fait ton choix. Je vais passer la journée de demain avec des gens qui veulent vraiment ma présence. C'était partiellement vrai. J'avais été invité au dîner de Noël par Clara, mon assistante, qui avait remarqué que je n'avais aucun projet. Sa famille m'avait accueilli chaleureusement, sans jamais me demander ce que je faisais dans la vie ou ce que je valais. Maman s'est levée lentement. Est-ce que je peux
Est-ce que je peux arranger cela? Entre nous? Je ne sais pas. Est-ce que tu le peux? Elle est partie sans répondre. La vérité s'est propagée dans ma famille en moins de 48 heures. Marc a appelé le 26 décembre. Chloé. Je ne sais même pas quoi dire. Papa m'a tout dit. Ta fortune, et le fait que tu as financé maman. Et nous avons tous simplement. Point m'avait rejeté, ai-je terminé. M'avez oublié. M'avez exclu. Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai été tellement concentré sur ma propre carrière, mon propre succès. Je n'ai jamais pris la peine de m'interroger sur le tien. Non, tu ne l'as pas fait. Est-ce que nous pouvons? Est-ce que nous pouvons parler? Vraiment parler? Peut-être un jour. Mais pas encore. Léa a envoyé par message, Chloé, je me sens mal. Je me suis vanté de mon entreprise de design en difficulté alors que tu vaux des millions. Et je n'ai jamais demandé une seule fois si tu voulais investir ou t'associer avec moi parce que j'ai simplement supposé que tu ne pouvais pas aider. Je suis la pire sœur du monde. Je n'ai pas répondu à celui-là. Papa est passé à mon appartement le 28 décembre. Je t'ai élevé, a-t-il dit doucement, se tenant sur le pas de ma porte. Je suis ton père, et je ne connaissais pas assez ma propre fille pour voir qu'elle avait réussi. J'ai simplement supposé. Tu as supposé que j'étais un échec parce que je n'affichais pas le succès comme tu l'attendais. Oui, je l'ai fait. Et j'en ai honte. C'est bien. Il a tressailli. Chloé, s'il te plaît, dis-moi comment arranger cela. Commence par te demander pourquoi tu n'as jamais posé de questions sur ma vie. Pourquoi tu étais d'accord quand maman a dit que je serais embarrassante? Pourquoi tu as pensé que Noël avec des gens qui ont réussi était plus important que Noël avec tous tes enfants? J'avais tort. Complètement, absolument tort. Oui, tu avais tort. Il est parti en semblant avoir vieilli de 10 ans. Les Girard et les Beaumont, quant à eux, avaient commencé à m'appeler. Apparemment, le bruit s'était répandu dans leurs cercles sociaux que la fille, pauvre, valait en réalité 83 millions d'euros. J'ai bloqué leur numéro. À la veille du Nouvel An, maman m'avait envoyé 147 messages. La plupart étaient des excuses. Certains étaient des justifications. Quelques-uns étaient des demandes désespérées de reconsidérer le financement de la boutique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai passé le réveillon du Nouvel An chez Clara, jouant à des jeux de société avec sa famille et mangeant un pot-au-feu maison. Personne n'a demandé ce que je valais. Personne ne se souciait que je conduise une Renault. La mère de Clara m'a serré dans ses bras quand je suis parti. Tu es la bienvenue ici quand tu veux, Chloé. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui est présent. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes après cela. Cela fait 6 mois maintenant. La boutique n'a jamais rouvert. Maman a essayé d'obtenir des financements auprès des banques, des investisseurs, même auprès de Marc et de papa, mais personne ne voulait soutenir une entreprise qui avait déjà échoué une fois. Le retrait mystérieux de l'investisseur avait effrayé tout le monde. Elle a trouvé un emploi de conseillère de vente aux Galeries Lafayette. C'est un bon travail stable mais ce n'est pas la boutique. Ce n'est pas être la patronne. Ce n'est pas apparaître dans les magazines. Elle a dû apprendre l'humilité à la dure. Nous nous parlons maintenant, une fois par semaine, généralement le dimanche soir. Les conversations sont maladroites, guindées. Elle pose des questions sur mon travail maintenant. Elle demande vraiment, écoutant les réponses. Elle a arrêté de mettre en scène son ancienne vie, a arrêté de prétendre que tout est parfait. Le mois dernier, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi j'avais tellement besoin d'impressionner les Girard que j'ai blessé ma propre fille. As-tu compris? Je pense. Je pense que j'étais tellement désespéré d'être perçu comme quelqu'un qui a réussi que je ne pouvais plus voir ce qui comptait réellement. J'ai construit mon identité autour d'une richesse et d'un statut qui n'étaient même pas réels, et j'ai détruit ma relation avec toi dans le processus. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Marc et moi avons déjeuné 2 fois ensemble. Il essaie, au moins. Il a posé des questions sur ma stratégie d'investissement, mon portefeuille, mes projets.
De vraies questions, un intérêt sincère. Des années gâchées à rivaliser avec toi, a-t-il admis, à essayer d'être l'enfant Bernard qui a le mieux réussi, alors que tu avais déjà gagné. Tu n'as juste jamais eu besoin de le dire à personne. Léa et moi sommes toujours distantes. Elle lutte avec ce qu'elle appelle l'humiliation de ne pas avoir su. Je pense qu'elle finira par s'en remettre avec le temps. Papa m'envoie des articles maintenant, des choses qu'il pense pouvoir m'intéresser, des nouvelles technologiques, des stratégies d'investissement. C'est sa façon de dire qu'il essaie de me comprendre. Je n'ai donné d'argent à aucun d'entre eux. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas ce dont ils ont besoin de ma part. Et honnêtement, ce n'est pas ce que je veux donner. Ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu, être vu. Pas pour mon compte en banque, pas pour mon succès, juste pour ce que je suis. Quant aux 825 000 €, je les ai donnés à un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération qui étudient l'informatique. Des enfants qui, comme moi, pourraient venir de familles qui ne comprennent pas leur parcours, qui pourraient avoir besoin de quelqu'un qui croit en eux. Je l'ai nommé le fonds des chercheurs invisibles parce que j'ai passé trop d'années à être invisible pour les personnes qui auraient dû me voir le plus clairement. La semaine dernière, maman a demandé si je viendrais pour l'action de grâce cette année. Juste la famille, a-t-elle dit. Pas de Girard, pas de Beaumont, pas de partenaires millionnaires. Juste nous. Et je te promets, Chloé, je te promets que tu seras sur chaque photo, au premier plan et au centre. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Mais honnêtement, je penche pour un oui. Non pas parce que j'ai tout pardonné, non pas parce que la blessure a disparu, mais parce qu'elle me voit enfin. Et parfois, c'est suffisant pour commencer à reconstruire ce qui a été brisé. Même si cela prend des années, même si ce n'est plus jamais pareil. Au moins maintenant, je ne suis plus invisible.